Bonjour, Bonjour à tous. bienvenue. On va attendre 1 ou 2 minutes supplémentaires que toutes les personnes puissent se connecter. Est-ce que tout le monde nous entend? Vous pouvez décrocher votre micro quelques secondes pour nous répondre. Oui, c'est parfait. Oui, c'est bon. Très bien. Merci. Pour quelques personnes qui se connectent. Oui, je pense qu'on était plus que ça en termes d'inscrits. Donc on va attendre encore une petite minute. Après, je peux juste commencer à dire quelques mots, Christelle, si tu veux, avant que tu t'attaques le début de la présentation en elle-même. Bah, bonjour à ceux qui sont là. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Juste quelques petites précisions techniques pour commencer. Vous avez normalement au haut de votre écran un onglet QR qui, j'imagine, veut dire questions-réponses et c'est ça qu'il faut utiliser en fait pour les échanges et non pas l'onglet conversation. Euh, on a prévu avec Christelle à la fin, on a prévu de faire une présentation euh, de chaque métier, chaque formation qu'on a choisi de vous présenter, pardon. Et à l'issue de chaque présentation, métier, formation, on vous laissera un petit peu de temps pour réagir. On a pensé que c'était mieux parce que parfois les enchaînements entre un métier et un autre sont pas forcément évidents et c'est des transitions qui sont un peu abruptes. Donc ça servira de transition. On a fait des choix, on n'a peut-être pas balayé tous les métiers des soins aux animaux. On pourra en rediscuter en fin de présentation si vous le souhaitez. Et puis à toutes fins utiles, hein, Christelle vous le présentera, mais on a une association pour ceux qui ne connaissent pas ou peu à but non lucratif. On est au service du public et on est au service du public gratuitement. Donc, si vous avez besoin de revenir vers nous pour une raison, pour une autre, pour des conseils plus personnalisés ou des questions que vous n'auriez pas pu ou auxquelles vous n'auriez pas pensé pendant la présentation, ben, vous pouvez vous rapprocher de nous ou des bureaux à Pessita qui sont proches de chez vous. Ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Très bien, merci Philippe. Donc, je pense qu'il est 14h33. On va démarrer la présentation. Donc, bienvenue à tous sur notre webinaire qui concerne les métiers des soins aux animaux, donc qui s'intègre dans une série de webinaires proposés par la PECITA dans le cadre du mois de l'orientation. Donc, ce webinaire sera animé donc, par Philippe Bord, qui vous a dit quelques mots juste avant, et moi-même, donc Christelle Vaillant. Donc, avant de démarrer, on va vous présenter la PECITA. Donc, nous sommes, comme le disait Philippe, une association de loi 1901. On est présent sur tout le territoire national avec 14 délégations un petit peu partout en France, réparties sur 19 bureaux. On a pour vocation donc de mettre en relation des personnes qui cherchent un emploi avec des entreprises qui cherchent leurs futurs collaborateurs
Donc, la mission de mettre en lien l'offre et la demande. Pour cela, donc, on a plusieurs outils. On a 2 sites internet. On a le site apecita.com qui recense un certain nombre d'offres d'emploi, mais également des offres de stage, des offres d'alternance. On a le site Réseauti, donc, qui est le pendant, mais spécialisé en métiers de l'environnement, donc pour tous les postes liés à l'environnement. Donc, réseauti.net. Vous pouvez également scanner le petit QR code si vous voulez avoir accès directement aux liens de ces sites. Juste je fais une petite précision, si tu permets, Christelle. Oui. Réseauti, alors l'acronyme hein, Réseauti, TEE, c'est Territoire Emploi Environnement, et on y reviendra, notamment sur les métiers des soins aux animaux. On en rediscutera à la fin du webinaire, mais c'est aussi un site sur lequel on peut retrouver certains recroisements de métiers qui sont liés à défaut des soins, mais ça peut l'être, mais qui sont liés en tous les cas au contact avec les animaux, préservation des animaux, et qui peuvent offrir une alternative à certains métiers qu'on va présenter, mais on y reviendra. Et donc notre autre site donc, qui est plutôt dédié à l'orientation et au métier, donc, qui s'appelle Agro-Orientation, pour lequel vous avez le lien également à l'écran. Donc il y a deux volets d'entrée, 2 niveaux d'entrée. Un premier niveau d'entrée par la formation. Donc vous pouvez chercher toutes les formations qui existent en France, donc du niveau CAP au niveau doctorat, sur les métiers en lien avec l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement. Donc tout est répertorié de façon exhaustive avec tous les organismes de formation qui proposent les formations recensées. Et vous avez une deuxième entrée, donc qui est une entrée par métier, où on présente un certain nombre de fiches métiers avec les caractéristiques des métiers, les compétences qui sont demandées pour ces métiers, et bien évidemment donc les formations qui sont nécessaires pour accéder à ces métiers. Donc vous pouvez également aller, aller visiter ce site qui est très, très riche et très bien renseigné. Au niveau de nos outils, on publie un certain nombre de revues régulièrement avec des informations très riches et très intéressantes. Donc, on a une revue qui s'appelle Tribune Verte, donc qui paraît 2 fois par mois. Donc, dans chaque numéro, il y a une thématique spécifique. Il y a également des offres d'emploi, enfin une sélection d'offres d'emploi du moment. Et aussi donc une petite fiche conseil sur une thématique liée à la recherche d'emploi, par exemple, sur la rédaction de CV, la rédaction de lettres de motivation, etc. On publie également donc, des cahiers experts donc, pour une quinzaine de filières spécifiques. Donc pour chacune de ces filières, on vous explique les différents métiers qui peuvent être accessibles en lien avec ces filières, quelques chiffres sur le marché de l'emploi de ces filières en particulier, des exemples de métiers avec des témoignages et des offres d'emploi aussi spécifiques. Donc, vous retrouvez différents cahiers experts, notamment donc, le cahier production animale, la filière équine, la gestion et la protection de la nature, par exemple, l'eau, l'agriculture biologique. Enfin, il y a différentes thématiques. Et on a aussi donc des revues plus spécialisées donc, sur un domaine en particulier. Donc, on propose par exemple le cahier expert en lien avec l'orientation, où vous retrouvez toutes les informations nécessaires pour des bons choix d'orientation scolaire et de parcours scolaire. Et donc, on a également le petit cahier sur les tendances de l'emploi par domaine d'activité, dans lequel on retrouve les statistiques de l'emploi par filière.
Toutes nos publications sont accessibles gratuitement en ligne sur notre site internet et également sur notre plateforme média, Apecita Media. Donc tous ces documents, toutes ces ressources sont en ligne. Vous retrouvez également les enregistrements de webinaires qu'on propose comme celui d'aujourd'hui, des podcasts, des vidéos et toute autre ressource auxquelles vous pouvez accéder tout à fait gratuitement. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet de notre thématique du jour, donc concernant les métiers des soins aux animaux. Donc, comme le disait Philippe en introduction, on va vous présenter un certain nombre de métiers donc, qu'on a choisi. On va, pour chacun de ces métiers, on va vous présenter en quoi consiste ce métier, les différentes missions qui sont attendues, les compétences aussi qu'il faut pour exercer ces métiers, les formations nécessaires pour accéder à ces métiers et les perspectives d'emploi et d'évolution. Donc, comme le disait Philippe, on vous proposera une petite pause après chaque métier afin que vous puissiez intervenir et poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit onglet Lever la main pour qu'on voit qui a des questions et qu'on puisse vous faire intervenir. Et donc, vous pouvez aussi noter vos questions dans dans le petit onglet questions-réponses que vous trouvez en haut de la barre des tâches. Voilà. Philippe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on commence? Eh bien non. Est-ce que vous avez déjà des questions avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Ça va venir. N'hésitez pas en tout cas, hein, même si vous avez des questions après par la suite concernant la PECITA et la façon dont on peut vous accompagner, n'hésitez pas à intervenir. Donc, la liste des métiers des soins aux animaux est assez vaste. Il y a de nombreuses possibilités, de nombreuses pistes, des métiers qui sont accessibles avec des niveaux d'études très variés. Donc, vous allez voir que les possibilités sont très nombreuses. Donc, on va commencer par très souvent un métier qui vient, donc quand on pense au métier de soins aux animaux, le premier métier qu'on pourrait avoir en tête, c'est le métier de vétérinaire. Donc, le métier de vétérinaire qui a pour mission principale de diagnostiquer les maladies des animaux, évidemment donc de les soigner, de prévenir l'apparition de nouvelles maladies, de procéder à des examens, de délivrer des médicaments, de pratiquer des analyses et donc bien évidemment d'assurer également une fonction de conseil en termes de physiologie animale, de production animale, donc sur l'alimentation des animaux, la reproduction, euh, l'hygiène, voilà un certain nombre de conseils. Et donc pour certains volets de son activité, enfin selon les lieux où on peut exercer, on va le voir juste après, le vétérinaire donc, peut être aussi amené à contrôler évidemment la santé des animaux, la protection des animaux, à certifier aussi donc l'hygiène alimentaire dans le cadre de la bonne traçabilité des aliments, par exemple. Donc voilà, selon les lieux d'exercice et aussi donc de faire de l'enseignement et de la recherche. Donc le vétérinaire, c'est quelqu'un qui doit avoir une bonne capacité d'analyse. Il doit savoir anticiper un certain nombre de choses, anticiper l'imprévu, avoir une grande disponibilité, être précis et soigneux, assurer avoir un bon relationnel également, avoir un côté rassurant
il n'arrive pas forcément toujours dans des situations très faciles. Donc, savoir gérer des situations parfois difficiles, être rassurant et être à l'écoute. La formation donc accessible pour être vétérinaire, donc c'est le diplôme d'études fondamentales vétérinaires. Donc c'est un diplôme qui est accessible après 7 ans, enfin 7 ans d'études après le bac. Donc soit 2 ans de prépa plus 5 ans en école vétérinaire. Ou alors, donc, on peut également intégrer directement l'école vétérinaire avec un concours spécifique après le bac, donc en post-bac, en faisant donc 6 années de formation. Peut-être une petite précision sur l'accessibilité aux écoles vétérinaires. Donc, désormais, depuis l'année dernière, il y a la possibilité pour ceux qui sont en BTS de préparer le concours pour rentrer en école vétérinaire, donc directement en deuxième année de BTS. Et donc, vous pouvez préparer un concours qui est spécifique pour les classes de BTS. Et rentrer ensuite donc, dans une classe passerelle une année avant d'intégrer l'école vétérinaire. Au niveau national, donc, il existe quatre écoles vétérinaires publiques et une école vétérinaire privée. Donc, au niveau des lieux d'exercice, donc je vous disais que c'est un métier où il y a vraiment de multiples facettes et de multiples possibilités. Bien évidemment, donc celui qui est le plus représenté et celui auquel on pense en premier, donc c'est le vétérinaire avec le statut libéral, donc en cabinet vétérinaire ou en clinique, donc qui va soigner donc les animaux de compagnie et ou les animaux d'élevage, donc qu'on appelle rural. Donc voilà, soit il peut faire uniquement animaux de compagnie, soit il peut faire animaux de compagnie et rural, ou, mais c'est de plus en plus rare, que rural. Et il peut également exercer dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs. On peut retrouver le métier de vétérinaire dans des grands élevages, par exemple, dans des élevages avec des filières organisées, donc sur des grosses structures. On peut le retrouver dans le domaine de la recherche, donc pour tout ce qui est expérimentation, animalerie. On peut le retrouver dans le domaine de l'agroalimentaire, donc pour tout ce qui est traçabilité notamment des aliments et puis sécurité des aliments. On le retrouve également dans l'industrie pharmaceutique, donc notamment pour tout ce qui est fabrication, laboratoire vétérinaire, hein, fabrication de médicaments vétérinaires. Mais également, donc ça, c'est des secteurs peut-être un petit peu moins connus. On retrouve des vétérinaires donc, dans les armées pour soigner tous les animaux des armées. Dans les laboratoires départementaux, donc pour tout ce qui est notamment analyse biologique. Contrôle qualité également, l'hygiène et la Contrôle qualité qualité. dans la restauration, dans l'agroalimentaire. Ce sont des entreprises qui sont soumises à des contrôles pour savoir si tout est en ordre sur le plan de l'hygiène et de la santé. Et les vétérinaires sont... alors, ce n'est pas eux qui font les contrôles, mais ils sont en général les chefs des contrôleurs. Pardon, Christelle. Je t'en prie. Et donc ensuite, on peut également retrouver les vétérinaires dans l'enseignement, évidemment, hein, pour l'enseignement dans les écoles vétérinaires. On retrouve des vétérinaires dans les l'ordre des sapeurs-pompiers, puisqu'il y a également des vétérinaires qui sont amenés à intervenir dans le cadre d'intervention auprès d'animaux.
et également dans des parcs zoologiques, donc pour soigner la faune sauvage. On vous a mis, donc vous verrez chaque petite fiche métier est organisée de la même manière, un petit baromètre de l'emploi, donc pour vous montrer si c'est un métier dans lequel on a beaucoup de débouchés ou à l'inverse un peu moins. Donc là, pour le vétérinaire, donc on a mis sur une échelle de 4, on a mis un baromètre à 3 pour l'emploi, parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Par contre, on a fait un petit bémol, une petite parenthèse pour les vétérinaires qui exercent en libéral, en milieu rural, puisque ça, c'est des métiers qui sont fortement en tension et enfin, voilà, pour lesquels il y aura une forte demande dans les années à venir. Oui, on aurait Voilà. pu presque mettre 5 smileys verts sur 4, tant les cliniques et les cabinets vétérinaires des zones rurales, et notamment qui travaillent en lien fort avec l'agriculture, ont des difficultés à recruter. Et moi, sur la zone où j'habite et où je travaille, qui est une zone très rurale, il y a beaucoup de vétérinaires qui font appel à des vétérinaires étrangers parce qu'il y a une pénurie de vétérinaires, pas tout à fait, il y a une pénurie de vétérinaires volontaires pour venir travailler en zone rurale et dans les élevages de vaches, de moutons, etc., etc. On vous laisse 1 minute pour prendre la parole si vous avez des questions. N'hésitez pas soit à les noter directement dans questions-réponses ou à lever la main. Sinon, on poursuit. Pour l'instant, je ne vois personne, donc on va continuer. Donc, en lien donc avec, on vous avait mis une offre d'emploi qui recrutait donc un vétérinaire. Donc là, en l'occurrence, c'était dans un groupement de défense sanitaire, puisque effectivement, les vétérinaires peuvent être amenés à travailler dans des groupements de défense sanitaire pour faire la promotion de la prévention sanitaire en élevage. Donc, un autre métier qui est en lien avec le métier de vétérinaire, donc qui est l'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Donc, l'auxiliaire spécialisé vétérinaire, c'est vraiment la personne qui accompagne le vétérinaire au quotidien, donc principalement en clinique ou en cabinet. Donc, c'est une personne qui va être à l'accueil de la clientèle, à l'accueil du téléphone. Elle va organiser donc le planning, le planning du vétérinaire, organiser les visites, mais aussi donc accompagner le vétérinaire dans les soins prodigués aux animaux, l'assister donc pour les soins, préparer l'animal, préparer le matériel, ranger les instruments, nettoyer les instruments après l'acte. Et également donc proposer du conseil aux clients et puis vendre quelques produits d'hygiène ou quelques accessoires. Donc pour être auxiliaire spécialisé vétérinaire, il est nécessaire d'avoir de bonnes capacités relationnelles, hein, puisqu'il s'agit d'un métier d'accueil, un bon sens des responsabilités, l'auxiliaire spécialisé quand même a des missions assez variées et quand même beaucoup de responsabilités. Avoir un souci d'hygiène et de qualité, donc être soigneux pour les soins aux animaux, de la rigueur, de la polyvalence, être bien organisé, puisqu'il y a des tâches variées, de la patience, hein, comme beaucoup de métiers en lien avec les animaux. Et puis la maîtrise des outils bureautiques, on est quand même sur un métier en partie administratif.
Donc, les formations pour accéder au métier d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Donc, on vous a mis la formation qui était reconnue au niveau national, donc qui est le titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire, ASV, donc qui est la seule formation qui est reconnue au niveau national, donc qui est un titre délivré par l'APFORM, et donc il y a un titre d'équivalent Bac+2, donc c'est un niveau 5, un équivalent Bac+2. On ne l'a pas noté sur le diaporama, mais donc il faut savoir qu'il existe aussi des écoles privées qui proposent des titres, alors qui ne s'intitulent pas auxiliaire spécialisé vétérinaire, mais qui s'intitulent par exemple aide vétérinaire, qui ne sont pas reconnus par l'État et qui ne délivrent pas un niveau Bac+2. C'est un niveau en dessous, hein, c'est l'équivalent d'un niveau bac. Mais voilà, c'est également des formations qui sont accessibles, mais qui sont moins reconnues par la profession vétérinaire. Où on retrouve les auxiliaires spécialisés vétérinaires? Ben, dans les cliniques ou cabinets vétérinaires, mais aussi donc, dans des services vétérinaires départementaux, accessoirement dans des salons de toilettage, dans des animaleries ou dans des centres de soins aux animaux ou dans des refuges. Voilà. En termes de baromètre du travail, on estime que vu l'augmentation des dépenses consacrées aux animaux domestiques, le développement des cliniques vétérinaires va être en expansion, et donc la demande aussi de postes en auxiliaire spécialisé vétérinaire va aussi augmenter. Avant que tu ne passes à la suivante, Christelle, je voulais apporter une petite précision et mettre un peu en garde, hein, les jeunes ou les parents qui peut-être nous écoutent sur les formations possibles. Alors effectivement, tous ces métiers-là qui sont très très attractifs, puisqu'on a, et en France de surcroît, on a un lien avec l'animal de compagnie qui est très fort. Il y a donc, je dirais, quelques centres de formation, des écoles qui sont peut-être assez peu scrupuleuses et qui ont tendance à magnifier un peu les formations et également à appuyer un peu sur les tarifs des formations sans pour autant avoir une assurance de ce type d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Donc, j'invite à la prudence. Alors, je ne dis pas que toutes les écoles hein, sont à mettre dans le même panier, mais j'invite à la prudence lorsque vous faites votre prospection de formation. Effectivement, alors, cette formation-là, c'est un niveau Bac+2, donc on est sur un niveau supérieur, mais vous avez des formations aussi qui sont accessibles après la troisième, par exemple, qui sont plutôt d'un niveau CAP et qui n'ont pas la même résonance que celle-ci aux yeux de la profession. Oui, tu peux Donc, continuer, une pardon. offre d'emploi, voilà, une offre d'emploi correspondant au métier d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Est-ce que vous avez des questions concernant ce métier? Non, c'est tout bon. Donc, on va poursuivre avec donc, le métier de maréchal ferrant. Donc, je passe la parole à Philippe. Donc très simplement, le maréchal Ferrand est là, puisqu'on le sait ou on ne le sait pas, mais le cheval est un ongulé, donc il a des ongles et les sabots poussent comme nos ongles de main, de pied à nous humains, et il faut de temps en temps les tailler pour leur redonner une forme, une taille normale, afin que le cheval conserve de bons aplombs et également ferrer les chevaux, puisque la ferrure permet de maintenir un bon état de la boîte cornée du sabot du cheval. Alors, il faut avant cela évaluer les besoins en ferrure et choisir le type de ferrure, le type de barrage en fonction des aplombs du cheval. Donc, il faut un sens aigu de l'observation et de bonnes connaissances, hein. On le voit sur l'encadré à côté de
de l'appareil locomoteur et de la biomécanique du cheval. Il faut également être en capacité, même si ça se fait de moins en moins, de forger, de transformer les fers, en tous les cas de les adapter, parce qu'il y a des tailles dans les fers et parfois il se peut qu'un cheval soit entre deux tailles ou ait un sabot qui se referme un peu plus ou qui s'ouvre un peu plus. Et donc, il faut être en capacité de chauffer et d'adapter. Donc là, dans la formation maréchale, il y a des modules de forge, en fait, hein, donc de travail du fer et de l'acier. Ensuite, bon, ce sont des choses un peu plus généralistes, hein, gérer le fonctionnement de son atelier, évaluer les coûts de fabrication, les frais indirects, choisir les procédures de fabrication, communiquer avec sa clientèle, hein, il y a un rapport alors, en fonction des clientèles qui peuvent être, on le verra après, hein, des centres équestres, des clubs, mais aussi des propriétaires privés. Donc, on n'est pas sur la même communication et le même rapport à l'animal, dès lors que c'est un animal de rente, parce que c'est un animal qui fait des courses, c'est un animal qui fait des concours, ou c'est le compagnon du dimanche. Et il faut savoir s'adapter à ça, et il faut savoir être et dans la communication et dans le conseil. L'émission aussi du veto, c'est de travailler avec des vétérinaires, parce que parfois, les vétérinaires ont des connaissances moindres qu'un un bon maréchal, et on peut faire appel, le vétérinaire peut faire appel au maréchal pour soigner une boiterie, et inversement, le maréchal peut faire appel au vétérinaire lorsque ça dépasse ses compétences, soit vétérinaire, soit ostéopathe, quand il estime qu'il y a un problème de locomotion. Alors les talents, c'est évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la connaissance de l'anatomie du cheval, mais surtout de sa locomotion et de sa biomécanique. Il faut être adroit, manuellement, précis, parce que la parure d'un cheval de loisir peut être faite de façon correcte. La parure et la ferrure d'un cheval de course sont des chevaux qui sont des animaux de gain qui coûtent cher, peuvent rapporter beaucoup, et les propriétaires des écuries sont très très pointilleux, donc il faut avoir une très très bonne adresse manuelle, bonne résistance physique. C'est un métier très fatigant. On rencontre beaucoup de maréchaux qui, passés 37, 38, 40 ans, arrêtent parce que le métier les a usés. C'est éprouvant pour le dos, pour les articulations. Ça peut être aussi un peu dangereux. On prend de temps en temps des coups de sabot. Il faut donc connaître et maîtriser les règles de sécurité, d'approche et de contention du cheval, mais aussi d'hygiène de l'animal. Il faut être calme, patient. Si un cheval vous énerve, il ne s'agit pas de lui mettre un coup de marteau dans les fesses parce qu'il y a le propriétaire à côté, et que de toute façon, le cheval a une peur bleue de tout et de tout le monde, et que plus on s'énerve, plus il a peur, et on rentre dans un cercle vicieux. Donc, calme et patience, ce sont deux des grandes, grandes qualités qu'on va demander à un vétérinaire. Et puis la gestion de la clientèle et la gestion d'une entreprise individuelle, puisqu'on va le voir dans la slide suivante, l'exercice du métier. Alors, les formations possibles, il y a trois formations: le CAPA maréchal ferrant, le brevet technique des métiers de maréchal ferrant, et le certificat technique de maréchal ferrant. Globalement, on est sur un CAP pour le premier. Pour les deux autres, on est sur des niveaux bac, qui vont donner, alors, qui permettent de toute façon, et en tout état de cause, de s'installer en tant que maréchal ferrant, quel que soit le niveau. En revanche, le brevet technique des métiers de maréchal et le certificat technique maréchal ferrant sont des formations qui, elles, apportent également des compétences en termes de gestion de l'entreprise. Le statut d'indépendant, c'est-à-dire on travaille pour soi-même, est plutôt seul, et le plus répandu pour ce métier. Il est possible de l'exercer en tant que salarié chez des maréchaux qui ont une grosse clientèle et qui ont besoin d'avoir des collaborateurs maréchaux ferrants, dans des écuries, des centres équestres, mais également dans la fonction publique. On l'oublie assez fréquemment, dans les haras, les écoles, dans l'armée également, notamment la cavalerie ou garde républicaine. Le baromètre du travail est à 3 sur 4. Alors,
c'est assez fluctuant. En tant que salarié, il y a assez peu de postes. En tant qu'indépendant, il y a des postes. On voit aussi beaucoup de gens qui, en sortie de formation, s'installent et puis ont du mal à faire grossir la clientèle et arrêtent assez rapidement parce qu'ils s'aperçoivent que c'est pas si facile que ça et de faire grossir une clientèle et d'en vivre et que c'est pas si facile que ça physiquement. Mais le gros de l'affaire, c'est l'installation à son compte en libéral. Alors, en fonction des régions et de la présence, de la pression, de la présence équine, il y a plus ou moins de chances de développer sa clientèle. Mais globalement, les gens qui s'installent et qui résistent aux premiers soubresauts des premiers mois d'activité restent en place et arrivent parfaitement à vivre de leur métier. On a mis, je crois, un exemple d'offre d'emploi, mais bon, qui illustre un peu ce que peut être l'emploi salarié, mais qui est pas le plus, qui est pas le plus répandu, encore que, effectivement, sur des zones urbaines, avec le regroupement de centres équestres ou d'écuries, pour des raisons économiques, on peut penser qu'à terme, l'emploi salarié de maréchal va progresser, mais très vraisemblablement pas dans des proportions phénoménales. Donc là, on est sur quelque chose de très classique, 35 heures hebdo avec une mutuelle, des tickets restaurants, la fourniture de l'équipement. Et puis on part à visiter la clientèle. Alors, il n'est pas dit là qu'on a à gérer les plannings ou si c'est quelqu'un qui le fait pour nous. Est-ce Ah, s'il y qu'il a y a des des questions, questions sur le métier de maréchal ferrant? qui est un métier, bon, je ne vais pas faire noircir le tableau, hein, mais qui est un métier attirant pour les gens qui aiment les chevaux et qui n'ont pas de possibilité de finir cavalier ou d'embrasser un autre métier dans la filière équine, hein. D'ailleurs, assez fréquemment, et c'est un peu étonnant, on retrouve des maréchaux ferrants qui ne montent pas à cheval. Et il y en a beaucoup, en fait. Voilà, mais c'est un métier difficile, physiquement difficile, hein, parce qu'on n'a pas toujours des chevaux très calmes, parce qu'on ne fait pas toujours à l'abri dans un hangar ou dans des écuries, parce qu'on peut être au milieu d'un pré, on peut être au milieu d'une cour avec du bruit, avec la pluie, le vent. Mais bon, voilà le joli métier, finalement aussi de contact avec l'animal, mais de contact aussi avec les humains qui sont autour de l'animal et qui sont préoccupés par sa santé. Juste une petite parenthèse pour compléter, parce que Philippe a évoqué le métier de cavalier, par exemple. Là, donc, c'est pas des métiers qu'on va aborder aujourd'hui parce qu'on s'est vraiment centré sur tous les métiers en lien avec les soins. Donc, il y a beaucoup de métiers, enfin, tous les métiers d'éleveurs, de cavaliers, de techniciens en production animale. Donc, tous ces métiers-là ne seront pas abordés parce qu'on a considéré que c'était pas en lien direct avec le soin. Voilà. Alors, on va poursuivre donc avec le pédicure par heure, donc qui est un petit peu le pendant du maréchal ferrant, mais spécifique pour les bovins. Donc, on retrouve des missions similaires, hein. Donc, c'est quelqu'un qui va soigner les problèmes de pattes des bovins, assurer le parage, hein, donc c'est-à-dire tailler les onglons des bovins. Et puis également donc intervenir donc dans des élevages pour faire du conseil en prévention, en matière de santé, en matière de bien-être animal, également en matière de bâtiments, hein, s'il voit qu'il y a des bâtiments qui peuvent ne pas être adaptés pour les pattes, les pieds des bovins. Donc il peut prodiguer du conseil. Évidemment, donc à la fin de son intervention, donc il nettoie son matériel. Et puis donc, on a mis développer l'activité dans sa zone d'action, puisqu'on le verra très souvent des métiers aussi indépendants. Donc voilà, il y a une part de commercial qui peut être assez importante.
Donc pour être pédicure par heure, donc il faut évidemment une bonne connaissance de l'élevage bovin du milieu agricole. Mais donc comme c'est un métier manuel, donc un goût pour le travail manuel, avec également de la précision, de la minutie, de l'habilité, un bon sens de l'observation également pour bien voir d'où pourraient provenir les problèmes de boiterie sur les animaux. Une bonne résistance physique, hein, parce que tout comme le métier de maréchal ferrant, donc ce sont des métiers qui sont quand même assez physiques. Donc on est en contact en permanence avec des animaux. Donc bien que donc pour les bovins, le pareur pédicure, enfin le pédicure pareur utilise des cages de contention, hein, pour maintenir l'animal et pour lever la patte de l'animal, donc comme on le voit sur la photo. Mais néanmoins, ça reste quand même un métier physique. Donc, il nécessite également de la patience et du calme et un bon sens du relationnel, puisqu'on est en contact en permanence avec les éleveurs. Au niveau des formations possibles, donc il existe un diplôme national qui est reconnu, donc qui est spécifique pédicure pour bovins. Donc il y a une école en France qui propose ce diplôme. Donc c'est un diplôme de niveau 4. Et donc, comme je le disais, pour exercer le métier de pédicure par heure, principalement, donc, ce sont des travailleurs indépendants. Mais on trouve également un certain nombre d'entreprises qui embauchent ce type de profil. Donc, des entreprises au service de l'élevage. Donc, ça peut être des contrôles laitiers, des GDS, des coopératives également ou des groupements d'éleveurs. GDS, Euh, Christelle, pour les gens qui ne ah, savent pas. pardon, groupement de défense sanitaire. Ce sont des organisations qui accompagnent les éleveurs dans le bon respect Prévention des des maladies. normes sanitaires et de la prévention des maladies et de toute la partie administrative qui est liée à la santé des animaux. Voilà, qui est encadré par l'État. Très souvent, donc c'est une activité qui peut être exercée en pluriactivité, donc d'avoir un autre poste à côté et puis de faire cette activité en double activité. Voilà. Concernant le baromètre du travail, donc on a mis une échelle de 3 sur 4 avec donc quand même un petit bémol parce qu'il y a quand même très très peu de postes au niveau national. Néanmoins, donc il y a des postes qui sont à pourvoir et donc voilà, si c'est un métier qui vous intéresse, donc il faut savoir il y a la possibilité d'avoir du travail. Par contre, voilà, il est quand même très très peu représenté à l'échelle nationale en nombre d'individus. On vous a mis donc une petite offre d'emploi donc, pour une coopérative de contrôle laitier, donc de contrôle de performance. Donc voilà, qui recherche un pédicure par heure. Est-ce qu'il y a des questions sur ce métier? Moi, j'ajouterais qu'il y a un métier qui est effectivement pas connu. Alors même si effectivement ça s'adresse plutôt à l'agriculture et à des éleveurs, la prise en compte du bien-être animal et la prise en compte de ce bien-être dans les performances des élevages, c'est-à-dire que par exemple, une vache laitière qui a mal aux pieds, ben, elle va produire moins de lait. Elle est comme nous, quand on est malade, ben, on est moins performant. Et pour le coup, sont des choses qui n'étaient pas forcément prises en compte il y a encore quelques années dans l'élevage et les différents courants, alors qu'ils soient idéologiques ou un peu réglementaires sur le bien-être animal, vont certainement permettre à ce genre de métier, on le verra après aussi sur d'autres métiers, à ce genre de métier d'émerger. Alors, ça ne va pas constituer des dizaines de milliers d'emplois par an sur le territoire national, mais pour autant, la demande risque de progresser quelque peu.
Donc, on va poursuivre avec le métier de palefrenier soigneur. Et je Philippe. prends le relais. Voilà, merci. Alors, le métier de palefrenier soigneur, on a fait le choix palefrenier soigneur, pardon, en élevage équin, donc les chevaux. On a fait le choix de prendre le palefrenier soigneur, mais on aurait pu aussi prendre le groom. Dont les missions peuvent être un peu différentes, mais sur la formation et sur l'approche, on est sur des choses qui peuvent être assez similaires, mais je dirai un mot sur l'autre métier juste après. Donc les missions, c'est tout d'abord de nourrir les chevaux et d'assurer un entretien soit des litières, soit de leur environnement de vie qui soit bon en termes de confort, d'hygiène et sous les aspects sanitaires. Donc c'est assurer la propreté des litières, des box, des paddocks, ou des stabulations pour les élevages qui ont opté pour ce mode de conduite. Mais c'est également beaucoup de travail autour de l'entretien du matériel, des cours, des abords, des petites réparations, des portes de box, des charnières, d'un mur qui s'écroule, un cheval qui a tapé dans une porte, etc. Donc il y a d'entretien et d'approche un peu bricolage sur le métier de palefrenier. Alors, ça dépend aussi de l'entreprise dans laquelle on peut être employé. Sur des grosses entreprises, on va avoir peut-être sur des gros élevages, on va avoir quelqu'un qui est sur l'entretien et qui ne fait que ça. Et sur des élevages plus modestes, qui constituent quand même la grande majorité du panorama équin en France, bah, on aura des palefreniers soigneurs un peu multicartes, hein. Donc également veiller à la santé des chevaux, des soins sur le pansage, la tonte, les premiers soins. Et là, on flirte avec les missions du groom, hein, dont le métier principal est de préparer les chevaux avant les courses, avant les concours, de les accompagner dans les transports, dans la conduite des véhicules, que ce soit les vans, les camions, pour emmener les chevaux soit sur des champs de course, soit sur des terrains de concours. Et puis le relais, évidemment, le palefrenier d'un certain nombre d'informations sur les dysfonctionnements ou sur les choses à améliorer, et il est le relais vers soit le directeur, le responsable de centre ou le propriétaire de l'écurie ou du centre équestre. Et puis, il va aussi être, en fonction des entreprises, être amené aussi, mais là, on est à la frontière entre le groom, le lad et le palefrenier. Il va être amené à sortir les chevaux au paddock, à les mettre dans des marcheurs, à les mettre dans des prés, et parfois aussi à effectuer un peu d'éducation sur des jeunes chevaux, licoler des poulains, leur apprendre à donner les pieds. Voilà, donc c'est une mission qui peut être un peu touche à tout, et en fonction de la dimension de l'entreprise dans laquelle on est, ben, on va être peut-être un peu plus sur les chevaux, un peu moins sur l'entretien, ou inversement. Donc les talents, évidemment, c'est une connaissance du cheval, alors connaissance théorique, mais surtout une connaissance sur son comportement. Une bonne condition physique, parce que c'est pas toujours de tout repos, le travail au quotidien, même si dans certains élevages, il y a de la mécanisation, hein, pour curer les box, pour sortir la paille, le fumier, etc. Résistance à la fatigue aussi, parce que quand on travaille dans des écuries, et que ce soit le groom, le lad ou le palefrenier, bah, quand on travaille dans des écuries et qu'on sort en course, ou qu'on sort en concours, bah, c'est fréquemment le week-end, et puis eh ben, on dort pas sur place. On est fréquent qu'on revienne dans la nuit sur le lieu d'élevage, et parfois ça donne lieu à des amplitudes horaires qui peuvent être assez importantes. Je le dis sans méchanceté, qui parfois, à mon avis, flirtent un peu avec les bonnes limites de la réglementation du travail. Et il faut savoir conduire des engins agricoles ou des petits engins agricoles. Et on avait mis notion de bricolage, ça peut aller bien au-delà. Dans certains élevages, comme je le disais, où on va demander aux personnes d'être un peu électricien, plombier, maçon et soudeur.
Les formations possibles, alors il y a deux voies possibles, un CAP agricole avec une spécialisation palefrenier-soigneur, et puis également la possibilité de raccrocher ces métiers-là avec un bac pro CGEA, qui est un bac pro agricole, qui peut être soit un bac pro CGEA élevage, élevage des animaux classiques de l'agriculture, les vaches, les moutons, les cochons, et puis ça peut être aussi un bac pro spécialisé CGEH, donc un bac pro spécialisé hippique, élevage hippique. Où et comment exercer? Ben, je l'ai un peu dit à travers ce que je disais tout à l'heure, hein, ces écuries, des centres équestres, des élevages privés ou dans certains services publics comme les maréchaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, c'est armée, haras, les écoles de palefreniers, les écoles de jockeys, certains lycées agricoles qui dispensent des bacs pro CGEH ont parfois un salarié qui fait office de palefrenier soigneur. Baromètre du travail, on a mis 3 sur 4. Euh, il y a une demande assez constante en palefrenier soigneur. Euh, en revanche, bon, ça constitue pas non plus, mais comme beaucoup des métiers qu'on évoque aujourd'hui, ça constitue pas non plus un vivier d'opportunités très très important, mais il y a un certain niveau de demande et et après, on mettait 3 sur 4 parce que finalement, il y a aussi dans le milieu équestre, comme je le disais tout à l'heure, ou de l'élevage équin, des entreprises qui sont de taille moyenne ou petite et qui n'ont pas forcément toujours la ressource économique pour embaucher et un lad et un groupe et un groom et un palefrenier et on fait un peu les trois en même temps. Et je crois qu'on avait juste après une offre d'emploi. Je ne vais pas vous la lire, c'est fastidieux. Je vous laisse la parcourir. Et après, on peut retrouver, hein, alors, soit via le site de la PECITA ou de notre site média, on peut retrouver à terme, là, sous quelques jours, les webinaires, si vous voulez les réécouter ou consulter certains détails. Mais on peut aussi, si vous le souhaitez, si vous nous mettez, on aura nos coordonnées à la fin, je crois, de la présentation. Vous nous faites une demande et on peut vous faire passer les PowerPoint des webinaires. On partage tout ça très volontiers. Est-ce qu'il y a des vous avez questions? des questions? Oui, merci. Non, pas de questions. On va poursuivre, on va essayer d'accélérer un peu parce qu'il nous reste Le temps moins de passe, 10 oui. minutes. Le temps passe très vite. Donc, on va essayer d'accélérer un petit peu sur les métiers qui nous restent. Donc, après le soigneur palefrenier, on a mis le soigneur animalier. Donc, le soigneur animalier qui est plutôt soigneur animalier dans des parcs zoologiques, par exemple, dans des refuges, dans des réserves naturelles, etc. Donc, il s'occupe des soins aux animaux, d'alimenter les animaux, d'assurer la propreté du lieu de vie des animaux. Mais aussi, donc, il assure tout ce qui est reproduction, suivi des naissances, comptabilisation des naissances, des décès, etc. Il met en place toute l'hygiène nécessaire au bien-être des animaux. Il gère aussi les stocks de nourriture, les stocks de médicaments. Éventuellement, il participe au déplacement des animaux. Donc, au niveau de ses talents, donc c'est comme pour tous les métiers, un goût prononcé pour le contact avec les animaux, des bonnes connaissances en comportement animal, des connaissances en contention, notamment au niveau des soins. Donc, c'est des personnes qui doivent être polyvalentes, puisqu'il y a aussi des tâches quand même assez variées, assez diversifiées. Une bonne condition physique, donc c'est des métiers qui sont exercés en extérieur, par tous les temps. Donc avec des manipulations parfois, porter des choses, porter des seaux, etc. Donc une bonne condition physique. Un bon sens de l'observation aussi pour vérifier donc si les animaux ne sont pas souffrants. Et être disponible, puisque très souvent, selon le lieu d'exercice, on est amené à travailler en week-end, en jour férié, etc. Pour accéder à la formation, au métier de soigneur animalier, pardon,
Donc, vous pouvez y accéder donc, grâce à un certificat de qualification professionnelle donc CQP, intitulé donc, Soigneur animalier en parc zoologique, donc, qui est l'équivalent d'un niveau bac. Et donc, vous pouvez également exercer ce type de métier donc, avec un BTS Gestion et protection de la nature. Au niveau des lieux d'exercice, donc on les retrouve, comme je le disais, dans les parcs zoologiques, dans les parcs animaliers, les refuges et éventuellement les cliniques vétérinaires, les centres de réhabilitation des animaux. Au niveau du baromètre du travail, donc on a mis 1 sur 4. Voilà, c'est des métiers qui sont déjà très, très peu représentés au niveau national. Il y a très peu de postes. Et il y a quand même beaucoup de demandes. Donc voilà, être quand même prudent à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de demandes et très peu d'élus. Par contre, donc, ce qu'on vous mettait dans le petit encart, c'était la possibilité d'exercer du bénévolat. Donc, il y a aussi une forme de possibilité d'exercer un métier de soins aux animaux, mais sans que ce soit dans le cadre d'un emploi. Donc, en lien avec diverses associations, donc que ce soit la SPA, la LPO, hein, la Ligue de protection des oiseaux. Il y a quand même pas mal de missions qui sont en lien direct avec les animaux, voilà, qui peuvent laisser une possibilité, une porte de sortie si vraiment on est passionné par ce domaine-là. On avait mis également une offre d'emploi donc pour un parc avec des animaux. Est-ce que Alors pour vous le avez coup, des la petite questions? remarque, Christelle, juste Oui. très rapidement pour ça, c'est que effectivement les réglementations, on va pas revenir dessus, on manque de temps, mais la réglementation sur la détention des animaux dans les cirques, dans les parcs, les zoos aquatiques, etc., est de plus en plus contraignante et à terme, ça milite pas pour le développement du métier de soigneur animalier. Donc, s'il n'y a pas de questions, on poursuit donc avec le métier de technicien dentaire équin. Donc, Ah ben, qui vous- c'est le dentiste du cheval. C'est le dentiste du cheval, donc il participe à la bonne santé des chevaux et par le soin et puis le diagnostic de leur dentition. Alors, ça se fait sur des chevaux plutôt âgés en général, mais ça, on peut aussi le faire sur de jeunes chevaux parce qu'ils ont parfois, sans rentrer dans le détail, encore une fois, des pousses irrégulières des dents qui leur permettent ou qui les empêchent de s'alimenter correctement, qui les font souffrir, et que ce soit un cheval de loisir ou un cheval de compétition, ben, un cheval qui souffre, c'est un cheval qui est pas bien et il faut s'occuper de lui. Donc, ce sont des gens qui sont spécialisés dans les soins dentaires. Donc, il faut être calme et patient, observateur, nomade, précis, minutieux, à l'écoute, un nomade, parce qu'en général, ben, on se promène avec son équipement dans sa voiture ou son petit utilitaire et on va d'élevage en élevage ou de chevaux en chevaux. Il faut avoir des connaissances en anatomie, physiologie du cheval, mais surtout sur tout ce qui concerne la dentition, connaître et les différentes techniques de contention d'un cheval, parce que la particularité du technicien dentaire, c'est qu'il n'étant pas vétérinaire, il ne peut pas endormir le cheval. Donc évidemment, ça complique son activité. Et puis, en général, c'est, comme on va le voir après, un travail qui se fait de façon libérale et on travaille seul à son compte. Donc, il faut avoir une capacité relationnelle avec la clientèle et une capacité à la gestion d'une entreprise libérale. Alors, les formations possibles, il y en a pas, il y en a pas 36, hein. Il y a une formation de technicien dentaire équin et il y a seulement 3 organismes en France qui dispensent des formations habilitées, puisque ensuite on doit passer par une habilitation devant des vétérinaires qui nous donnent le feu vert ou pas pour exercer. Donc, je l'ai dit, hein, un statut principalement indépendant, avec un métier vraiment de niche. Il y a environ 270 techniciens dentaires équins en France, donc c'est très peu. Alors, encore une fois, en lien avec
la façon dont on fait évoluer le lien à l'animal, c'est des métiers qui n'existaient pas il y a quelques années, qui sont en progression, mais on risque de rester sur des volumes assez restreints. Je crois qu'il n'y avait pas d'offre, hein, Christelle, d'emploi, parce qu'on n'en a pas trouvé. L'ostéopathe animalier, donc qui est un peu le kiné, le kiné des chevaux, l'ostéopathe kiné des chevaux. Donc c'est prévenir, surtout prévenir et Chevaux et traiter autres animaux, hein. et autres animaux, oui. Oui, chevaux et autres animaux, je vais y venir après. Donc, principalement les chevaux, les chiens, les chats, mais on commence aussi à avoir quelques interventions d'ostéo, notamment sur des bovins. C'est beaucoup moins fréquent. Mais c'est surtout chien, chat et cheval. Donc, prévenir, traiter les troubles de locomotion, les troubles fonctionnels de l'animal, réaliser des diagnostics et surtout des manipulations pour soulager les animaux. On travaille seul ou aussi en collaboration avec des vétérinaires. Il faut savoir que certains vétérinaires sont ostéo et d'autres vétérinaires ne pratiquent pas du tout. Donc on est plutôt sur du soin, du curatif, mais aussi du préventif pour éviter que les animaux ne connaissent les méfaits, des dysfonctionnements de leur mécanique. Donc les talents, c'est évidemment parfaite connaissance de l'anatomie, la mécanique des animaux, hein, chiens, chats, chevaux, enfin, les connaissances théoriques aussi sur les maladies, mais on est surtout sur l'appareil locomoteur. Évidemment, maîtrise des règles de sécurité et de manipulation des animaux. Je pense que manipuler un chat, c'est pas toujours évident, un cheval non plus. Donc, il faut être calme, patient. Et puis après, effectivement, plutôt un métier nomade, hein, on se déplace, il faut être autonome, avoir une capacité de concentration aussi pour travailler dans le calme et puis pouvoir analyser le travail à venir et diagnostiquer les problèmes des animaux. Les formations possibles, alors en fait, il y a une formation d'ostéopathe qui est la seule qui soit reconnue en France, qui est une formation de type Bac+5. C'est un master qu'on peut faire soit en 5 ans en commençant à la licence, par la licence 1, licence 2, licence 3, M1, M2, soit en rentrant en post-bac ou post-bac+2 ou en post-licence, ou en entrée avec un master, soit en formation initiale, soit en formation continue. Quelle que soit la formation, de toute façon, comme le dentiste, il faut passer par un jury composé de vétérinaires qui va vous valider votre droit à exercer ou pas le métier d'ostéopathe animalier. Baromètre du travail, 1 sur 4, parce que c'est un métier qui n'est pas très fréquent, même si comme pour tous les autres métiers du bien-être, ça tend à évoluer, mais on part sur des volumes de population, enfin des volumes très, très, assez faibles, et même si ça augmente, ça ne constituera jamais un grand vivier d'opportunités. C'est bon Pas de pour moi. questions sur le métier d'ostéopathe? Toujours pas de questions. Alors, on va poursuivre donc avec le métier de tondeur de moutons. Donc, c'est celui qui va tondre la laine des moutons, donc pour le bien-être des animaux, et donc récolter la laine. Donc, les éleveurs font appel aux tondeurs assez régulièrement, enfin 1 à 2 fois dans l'année. Donc, soit ils tondent eux-mêmes leurs animaux, ou alors ils font appel à des tondeurs professionnels. Donc le tondeur, c'est un travail qui est très physique. Donc il faut une bonne endurance, il faut des bonnes conditions physiques, il faut une souplesse du dos, des articulations, hein. Vous voyez la position sur la photo. Donc la position semi-penchée. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez difficile. Et il faut avoir aussi un bon contact social, puisqu'on est en permanence en contact avec les éleveurs en direct. Donc voilà. Donc pour devenir tondeur de moutons, il n'y a pas de diplôme d'État exigé.
c'est uniquement des formations courtes de 3 à 5 jours qui sont délivrées par l'Association des tondeurs de moutons, l'ATM. Donc, c'est voilà, une association qui est reconnue au niveau national. Et donc, voilà, ce sont des formations courtes. Et ensuite, c'est simplement la pratique la plus régulière possible, quoi. Il n'y a pas de formation plus spécifique que ça. Et l'exercice du métier, ben, très souvent, ce sont des indépendants qui font ça à leur compte et très souvent en double activité. Donc, on a beaucoup d'éleveurs qui sont eux-mêmes tondeurs de moutons à côté. Mais voilà, vous avez certains tondeurs qui peuvent être également professionnels et ne faire que ça. En termes de baromètre du travail, bah, c'est des métiers qui le sont déjà, qui vont être de plus en plus demandés parce que voilà, il y a de moins en moins de tondeurs aujourd'hui. Comme pour le reste, bah, c'est lié au au nombre d'élevages ovins en France. Donc voilà, une tendance qui n'est pas forcément à la hausse en ce moment, mais beaucoup de demandes sur ce type de métier. Des questions? Donc on va poursuivre avec le métier de toiletteur. Donc toiletteur, donc notamment canin et félin. Donc une personne qui va effectuer tous les soins, donc l'entretien des animaux, les tondre, les brosser, les peigner, tout ce qui va les rendre, les rendre plus beaux. Donc, c'est accueillir les clients, réceptionner leur animal et puis le soigner. Et également, donc, proposer quelques produits à la vente, donc dans le salon, produits de soins, produits d'hygiène, accessoires pour les animaux également. Donc, pour être toiletteur animalier, donc, il faut également c'est une activité également physique, hein, donc qui est toujours en station debout. Donc également une certaine force physique pour porter les animaux, déplacer les animaux, les immobiliser, rester debout en permanence toute la journée. Beaucoup de minutie et d'habileté également, donc comme les autres métiers manuels qu'on a évoqués. Et puis de la fermeté, de la douceur, donc pour arriver à maintenir les animaux en place. Voilà. Au niveau des formations, donc, il existe un certificat technique des métiers, CTM, donc de toiletteur canin, félin et NAC, donc nouveaux animaux de compagnie, les lapins, les chinchillas, etc. Et donc, c'est un niveau CAP qui se déroule sur une période de 6 mois. Au niveau des lieux d'exercice, principalement, le toiletteur exerce dans un salon de toilettage. Donc, très souvent, c'est des personnes qui sont indépendantes, hein, qui sont à leur compte. Après, vous pouvez également trouver des plus gros salons de toilettage dans lesquels on embauche du personnel salarié sur des métiers de toiletteur. Voilà, c'est... En termes de rémunération, hein, on est sur des rémunérations autour du SMIC pour les statuts de salariés, un peu plus pour les statuts d'indépendants et tout dépend bien évidemment du type de clientèle qu'on peut avoir et des services qu'on peut proposer. Voilà. En termes de baromètre du travail, également 3 sur 4 du fait que, comme on l'a déjà dit, l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie a tendance à évoluer, à augmenter. Et donc, il y a une attention de plus en plus forte qui est portée au bien-être animal, aux soins aux animaux, au lien avec l'animal. Donc, voilà, c'est des métiers qui, demain, peuvent avoir une tendance à se développer à la hausse. Voilà. On avait mis
Une offre d'emploi également, hein, donc là, qui était pour un groupe botanique, hein, parce que le toiletteur peut également exercer dans des animaleries, par exemple. Des On questions? va peut-être accélérer, Christelle, sur Oui. les offres hein, qu'on peut retrouver après. On va passer à l'éthologue, hein, dont les missions sont d'étudier le comportement des animaux en étudiant leur organisation sociale, pardon, la reproduction, leurs jeux, leurs interactions, leur façon d'apprendre, soit des animaux domestiques ou des animaux sauvages. Ces missions, ça peut être diagnostiquer, analyser, imaginer, mettre en place des protocoles qui permettent aussi de mettre en place des protocoles, pardon, d'observation, récolter des données, effectuer le traitement de ces données, des traitements statistiques, et puis d'être en capacité de diffuser, d'expliquer les résultats et d'en faire une utilisation vulgarisante en quelque sorte, et puis de la diffusion, soit sur des ouvrages, des articles scientifiques. Là, on parle bien de l'éthologue. Et on est bien sur un niveau assez élevé, on va le voir après, de formation, et on ne parle pas du comportementaliste qui va venir après. Donc, excellente connaissance des espèces animales, évidemment. Après, certains éthologues sont spécialisés dans les félins sauvages, les chevaux, les différentes espèces. Il faut évidemment un grand sens de l'observation, de qualité rédactionnelle. On va insister sur la maîtrise de la langue anglaise parce qu'on est sur un vrai métier scientifique d'assez haut niveau et la plupart des interactions entre éthologues, chercheurs, entre personnes qui publient et entre rédacteurs d'articles, eh bien tout ça se déroule très très majoritairement dans la langue de Shakespeare. Donc, les formations possibles sont des formations de haut niveau, hein, comme je le disais tout à l'heure, des formations universitaires avec des niveaux 7 minimum, c'est-à-dire un bac plus 5 avec des masters en sciences, en technologie, master en technologie animale, en éthologie, master en zoologie, avec là toute une panoplie de spécialisations sur lesquelles je vais passer par manque de temps, mais le parcours universitaire, c'est une licence en biologie et très souvent biologie des organismes et des populations. Et après, on passe sur des masters spécialisés. On peut aussi atteindre les métiers de l'éthologie ou le métier d'éthologue via des formations d'ingénieurs agronomes avec des spécialisations en fin de parcours qui sont en lien avec le métier, mais également aussi beaucoup d'éthologues qui à la base sont des vétérinaires avec des spécialisations en fin de parcours et enfin des doctorats. Alors le vétérinaire est docteur hein, dans sa spécialité, mais des doctorats plutôt sur des spécialisations de zoologie. Où et comment exercer? Alors, en centre recherche, dans des grands parcs zoologiques, des parcs naturels, de façon indépendante, mais aussi beaucoup de façon salariée, en général plutôt pour des organisations publiques, des organisations caritatives non gouvernementales. Baromètre du travail, ben, on a mis 1 parce que les places sont chères. On est sur des niveaux très élevés, même si on est sur des niveaux de formation très élevés, ben, c'est des métiers qui intéressent beaucoup de monde, mais malheureusement, le chemin est tortueux, le chemin est difficile, et entre un éthologue assistant et un éthologue de renom qui a son enseigne sur la place publique, ben, il y a une grande divergence dans le parcours et il y a un temps de parcours qui effectivement est complètement différent. Je pense qu'on n'avait pas d'offre d'emploi.
et le comportementaliste animalier qui en fait, lui, est l'utilisateur des travaux de l'éthologue, hein, mais son travail n'est pas forcément d'observer les animaux dans la nature ou les animaux entre eux, en bande, en troupe, ou en clan, mais plutôt de les observer dans leur relation à l'homme. Et en quelque sorte, bah, son métier, c'est de faciliter la relation de l'homme et de l'animal, c'est faire en sorte de sociabiliser les animaux, de leur permettre de vivre avec les hommes. Très très classiquement, le comportementaliste intervient surtout sur des problèmes de relation entre l'homme et l'animal, un chien qui se conduit très mal, qui ne veut pas obéir, un cheval qui est retors, un chat qui a des comportements qui sont désagréables, un chien oui, qui ne veut pas obéir, qui fait des dégâts dans la maison. On va faire appel à un comportementaliste animalier qui va tenter de réparer tout ça et de remettre l'animal et parfois, et c'est assez fréquent, le propriétaire ou le maître de l'animal parce que, comme disait un célèbre, un célèbre personnage de l'équitation, ben, c'est plus souvent les chevaux qui ont un problème avec leur propriétaire que le propriétaire a un problème avec son cheval. Et je crois que l'adage est valable avec les chiens et les chats. Donc, il faut, pour être comportementaliste, ben, beaucoup d'empathie, d'altruisme, certaines organisations, avoir un esprit analytique, une rigueur dans les protocoles et dans la pédagogie, parce que quand on interdit à un chien de monter sur le canapé, ben, on lui interdit pour toujours. Et on n'a pas le droit de lui dire de venir sur le canapé un soir, et puis les jours qui viennent, de lui interdire l'accès au canapé. Donc, c'est une rigueur vraiment dans l'éducation de l'animal. Et ça, c'est un une grande qualité à laquelle on pense pas forcément, mais qui fait partie intégrante du métier de comportementaliste. Donc, avoir du recul, être dans le non-jugement, parce que on est parfois confronté à des comportements aussi des propriétaires ou des maîtres d'un chien, et il faut là être dans une grande ouverture d'esprit pour faire comprendre aux personnes comment procéder. Donc, patience, pédagogie et communication. Formation possible, alors aucun diplôme d'État, aucune formation qui ne délivre un niveau ou des connaissances qui sont certifiées. Tout le monde ou presque, hein, peut s'improviser comportementaliste animalier. Alors il y a un tout petite attestation, mais qui n'est pas obligatoire, hein, qui s'appelle la CACED, hein, connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, mais qui n'est pas obligatoire. Le grand souci du comportementaliste, hein, qui travaille la grande majorité du temps en indépendant, c'est de se faire connaître par des résultats probants, et c'est le bouche à oreille qui fait qu'on arrive à progresser et à s'installer dans le métier. Il y a énormément de personnes qui font ça en double actif, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour d'autres métiers. Donc le baromètre du travail, il est assez faible, hein, c'est 1 sur 4, même s'il y a une demande croissante, mais pour les raisons que je viens d'évoquer, envisager d'en vivre et d'en bien vivre est certainement illusoire, au moins dans les premières années d'exercice. Et bien, la conclusion de cet aimable débat, si vous le voulez bien, c'est que vous l'avez vu, hein, on est sur des métiers qui font appel pour beaucoup à de la passion. On est aussi sur des petits smileys vers des opportunités professionnelles qui ne sont pas forcément toujours au rendez-vous. On a plus d'assurance sur certains métiers, mais qui vont demander, comme le vétérinaire par exemple, un niveau de formation très élevé, un parcours de formation très relevé, notamment la prépa, le concours. Donc on a entre ça et puis l'auxiliaire vétérinaire, on a parfois un grand écart dans la formation, un grand écart dans l'accessibilité au monde du travail. Moi, je mettrais l'accent sur plusieurs choses
si ces métiers-là vous intéressent et que finalement l'accès n'est pas facile, soit il faut se relever les manches sur la formation, il faut aussi accepter d'être mobile et de se dire que si on veut faire ce métier-là, eh bien, peut-être que pour augmenter ses chances, il faudra partir un peu loin de ses bases géographiques. Une première, une première remarque. La deuxième, c'est que c'est peut-être passé un peu inaperçu, mais tout à l'heure, Christelle a parlé du BTS GPN, gestion protection de la nature, qui peut déboucher sur des métiers en lien avec les animaux, que ce soit pas forcément des soins directs aux animaux, mais notamment des métiers d'observation, de comptage, des métiers de diagnostic, d'inventaire faunistique qui peuvent contribuer à vous donner satisfaction et à travailler au contact des animaux. Et puis la dernière, donc finalement les formations à l'environnement sont peut-être aussi une alternative à ça, que ce soit le BTS GPN ou d'autres formations. Et puis, je dirais aussi, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est attention aux formations un peu, un peu miroir aux alouettes qui peuvent être parfois très coûteuses et qui ne débouchent pas forcément sur des formations qualifiantes ou diplômantes. Je sais pas, Christelle, voulais-tu ajouter quelque chose? Non, non, à moins qu'il y ait encore des questions, on peut prendre encore Moi, pardon, des Christelle, je vais questions. vous laisser parce que j'attaque un autre webinaire et je suis en retard de 4 minutes. Donc moi, je Alors, coupe. Merci à vous. merci. Donc, on s'excuse pour effectivement le retard. On a été bavard, on a dépassé le temps. Merci à vous. Donc, vous avez nos coordonnées qui s'inscrivent à l'écran. Si vous voulez nous écrire, il n'y a aucun souci. Et on vous enverra le diaporama et vous retrouvez également le webinaire après sur notre plateforme Apecita Media. Voilà, je vous remercie tous et puis bonne fin d'après-midi à tout le monde.